Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce 97e épisode de Dans les Gradins. Où l'épisode? Rostislav Kleslav. Il n'y avait pas le 97 pour vrai? Oui. Combien de temps? Avec les Jackets pendant quelques saisons, là, quand même. OK! Ouais. Ça m'a étonné aussi. J'ai vu ce nom-là. Je me suis dit, pour de vrai. Mais oui, c'est le cas. OK, ben on va le saluer, Rostislav Kleslav, ou peu importe où il est dans ce monde à l'instant où on se parle. Aujourd'hui, pour ce 97e épisode de Dans les Gradins, on parle notamment de hockey parce que, bon, c'est la fin de la saison, bien évidemment, et la Formule 1, il n'y en a pas pour le prochain mois avec les annulations qu'il y a eu, puisqu'il y a bien sûr la guerre dans ce coin du pays, ou plutôt du monde, pardon. On parle tout d'abord de John Tortorella, qui est bien évidemment le nouvel entraîneur-chef des Knights, des Golden Knights de Vegas, pour être plus précis. Une décision choquante peut-être pour certains. On a été un peu étonnés de la décision des Golden Knights de Vegas qui présentement, je vous rappelle, sont 3e dans la division Pacifique. Justement dans la Ligue nationale de hockey. Par la suite, la semaine dernière, on est passé par rapport aux équipes qui font bien dans la Ligue nationale. Eh bien là, on va à l'envers de la médaille. J'aurai la conférence Est, Phil la conférence Ouest. On parle premièrement de l'équipe exclue qui sera en série l'an prochain. Et par la suite, on vous jase une équipe qui est surprenamment en dehors du portrait des séries éliminatoires pour la saison 2025-2026. Évidemment, le segment sporadique et nos 3 étoiles de la semaine pour bien terminer ce 97e épisode. Pour débuter, Phil, allons, sans plus tarder évidemment, mise en échec, c'est là que ça se passe. John Tortorella aux Golden Knights de Vegas. On en pense quoi? Je suis encore vraiment sous le choc de cette décision-là parce que quel moment pour sortir cette carte de sa manche. Ouais. J'ai jamais... Écoute, c'est tellement rare, un entraîneur comme ça qui se fait montrer la porte de sortie à la toute fin de la saison ainsi. Puis Bruce Cassidy, d'autant plus que c'est un entraîneur quand même d'expérience aussi, un entraîneur accompli, aguerri, qui a fait ses marques dans la Ligue nationale de hockey. C'est un affront incroyable à son parcours quand même, puis au succès qu'il a connu, de ne pas lui donner de la confiance, là, le vote de confiance pour amener les Knights en série encore. Peu importe ce qu'on faisait, je pense qu'ils allaient se qualifier en tout réalisme, là, vraisemblablement. Mais c'est ça. Là, on est en train de dire essentiellement qu'on croit en John Tortorella pour amener cette équipe quelque part en série parce que c'est ça le but pour les Knights. Je veux dire, c'est vrai qu'ils n'ont pas nécessairement peut-être performé à la hauteur des attentes cette année, mais ça reste une équipe qui quand même aspire à faire un bout de chemin en série. Ils vont faire face aux Oilers probablement en première ronde. Donc, le choix de Tortorella, déjà, la première question pour moi, c'est pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Ça me semble excessivement risqué parce que tu amènes un nouveau coach, tu amènes un nouveau système, une nouvelle mentalité. Il n'y en a pas un qui est pareil. Là. C'est pas vrai, c'est certain, mais c'est quand même 2 coachs de la même génération, un peu, si tu veux, Cassidy, Tortorella. Tortorella est plus vieux. Pas mal. Quand même, là. Mais c'est pas la même mentalité, c'est pas le même système. Ça, c'est clair. Écoute, t'as un Bruce Cassidy qui, lui, c'est un style un peu plus comme, tu sais, c'est du hockey de zone, si tu veux. C'est son style de coaching, il se fie à l'intelligence des joueurs puis à l'adaptabilité sur la patinoire. Donc, c'est quelque chose de plus moderne quand même, je te dirais, comme style. Et c'est quelque chose qui peut certainement marcher avec les bonnes pièces. Puis là, t'as Tortorella qui... écoute, pour avoir regardé pas mal de matchs des Penguins et donc des Flyers aussi, il a saboté cette équipe-là pendant quelques années. Puis il s'est fait montrer la porte de sortie parce que ça marchait pas. C'était pas un bon match du tout. Puis j'ai jamais pensé que ça allait être un bon match non plus. C'est la même chose qui s'est passé à Columbus. Tu avais des jeunes joueurs qui étaient étouffés par son système un peu de bourreau, là, si on veut dire, parce que c'est un peu ça, Tortorella. Et ça a ruiné des équipes comme Columbus puis Philadelphie qu'on est en train de voir maintenant qui sont très capables. Parce que c'est ça
les jeunes ont grandi un peu aussi. Mais c'est des équipes très capables. Et j'ai l'impression que Tortorella, avec son style, a peut-être même ralenti le progrès de certains de ces joueurs-là. Et Tortorella et Zegras dans le même vestiaire, c'est comme imagine, ça fonctionne pas. Attends, mais est-ce qu'ils ont été en même temps? Oui, à Philadelphie, oui. Non? Torts? Oui, il était là l'an dernier. OK, c'est ça. OK, je me disais aussi. Mais c'est ça. C'est là, écoute, c'est une équipe de Vegas qui n'est pas similaire à Philadelphie ou à Columbus, du moins pas en termes d'âge, parce que c'est une des équipes les plus vieilles du circuit Vegas. J'avais regardé ça, là. Ils sont dans la trentaine là, en termes d'âge moyen. Je pense que ça les met... Dans la trentaine? OK, je pensais que le plus gros, c'était 30 sur le spot. Je vais te dire ça. C'est Colorado, d'ailleurs, l'équipe la plus vieille dans la Ligue avec cette l'ajout année. de Kadri, ça va pas. Ouais, 30.26, 30.12. Vegas, ils sont deuxième. Ils sont deuxième équipe la plus âgée. Donc, le fit de Tortorella peut peut-être comme moi, il y a comme la compatibilité qui est plus ou moins là, parce que tu as beaucoup de vétérans dans cette équipe-là, puis c'est un entraîneur qui est plus adapté justement à coacher des vétérans, d'après moi, parce que c'est du no-nonsense coaching, comme on dit souvent en anglais. Tortorella a toujours eu cette mentalité-là. C'est un peu daté, j'ai envie de dire, là, franchement. C'est un peu arriéré quand même, sa façon de coacher, mais ça peut fonctionner avec les bons atouts. Est-ce que Vegas c'est une équipe avec des vétérans, mais je sais pas. Quand je pense à l'identité de ces joueurs-là aussi, comme un Eichel, par exemple, est-ce qu'il va bien s'insérer dans ce système-là? Un Stone aussi qui est pas, parce que le style de Tortorella, c'est tu joues physique, tu vas grinder, tu vas aller faire ton forecheck, tu vas pas laisser ton gars. Puis c'est un style qui est plus défensif aussi. Puis de ce côté-là, je pense que ça peut peut-être aider Vegas parce que ils n'ont pas de gardien. Oui, justement. Là, ça peut peut-être aider Vegas parce que c'est ça, ils ont besoin d'un système qui va faire en sorte qu'on ne va pas trop tester Hill ou Schmidt. Là, Schmidt, en passant, c'est un backup. C'est lui qui a joué la plupart des matchs. Parce que Hill était blessé. Parce que Hill était blessé, mais il est peut-être quand même meilleur. Là. Hill a joué 26 matchs. Et puis, il est pas loin de Jordan Bennington en termes de concept de above expected. Puis ça, c'est loin dans les négatifs. Très, très loin dans les négatifs. Donc, je pense, je l'ai ici. S'il avait joué comme un gardien, s'il y avait eu une performance correcte, là, une performance moyenne, il aurait arrêté 14 buts de plus cette saison. C'est pas bon. Bennington, lui, c'est 19. Là. Ça, c'est imbattable. Là. Même Lavi Merilainen ne peut pas faire pire que ça. Lavi Merilainen? Oui. Mais bon, ça c'est en 20 matchs. Là. 26 matchs, puis tu aurais dû arrêter 14 pucks de plus. Ouais. Tu compares ça. C'est terrible. C'est 28 sur une saison normale d'un gardien partant. Ah, c'est atroce. Yeah. C'est atroce. Puis tu perds des games à cause de ça. Là. Les conséquences sont très, très réelles. Puis est-ce que l'arrivée de Tortorella... Oui, l'idée aussi de comme faire ce changement brusque en toute fin de saison, c'est de fouetter l'équipe. Ouais. Mais est-ce que Tortorella va faire quelque chose pour Hill? Non. Je sais pas. Je sais pas. Je veux dire, c'est un... Tu l'as mentionné, puis je pense que c'est bien de mettre l'accent dessus. C'est ça. Parce que Bruce Cassidy, depuis ses débuts à Boston, il n'a jamais joué un style de jeu qui était strictement défensif. Et je vais te dire pourquoi c'est pas compliqué. Il y a tout le temps eu un premier centre qui était honoré d'un seul qui. Tu sais, avec Boston, c'était Patrice. Il s'est rendu en finale en 2019. Il s'est fait battre par un système de jeu, une équipe qui était identique à celle des Bruins, qui est celle des Blues, qui avait justement le Selke en Ryan O'Reilly et avait Jordan Bennington qui était bon dans ce temps-là. Bref, on n'entrera pas dans les détails de tout ça. Puis là, tu arrives à Vegas.
Puis t'as un gars qui est présentement blessé comme William Karlsson, qui a connu une saison top 5 dans justement l'aspect défensif d'un premier centre. T'as pas ça présentement à Vegas. Ton premier centre, c'est Jack Eichel. Est-ce que Jack Eichel est bon défensivement? Non. Ton deuxième centre, soit dit en passant, c'est Mitch Marner. Mitch Marner est bon défensivement, mais est bon défensivement sur l'aile. Et ça, c'est quelque chose que je veux absolument que Vegas font. J'aimerais tellement juste revoir Hurdle avec Marner. Comme ça, t'as deux joueurs très bons défensivement et eux aussi, évidemment, sont actifs offensivement. Parce que ça fonctionne pas. Tu peux pas mettre Mitch Marner au centre. C'est pas un centre, Mitch Marner. C'est un ailier droit. C'est différent. Bref. Puis comme la défensive est pas... elle est incroyable. Oui. Je veux dire, on n'a pas à se plaindre de ce côté-là. Là. La défensive à Vegas, c'est, je dirais même, une des belles défensives du circuit. Là. Elle est certainement dans le top. On a ajouté Anderson cette saison, Rasmus Anderson, qui est au départ de Zach Whitecloud, qui est c'est mieux. T'aimerais plus Rasmus Anderson que Zach Whitecloud? Oui. Et puis Anderson qui joue avec Hanifin, c'est super comme deuxième paire. Puis t'as Theodore sur la première paire avec McNabb. Qui n'a pas changé depuis des années d'ailleurs. Fait que tu peux pas... Puis t'as Lauzon qui est un gros bonhomme aussi. Puis Caden Korchak. Donc, pas de problème du tout avec cette défensive-là du côté de Vegas. Fait que je vois pas pourquoi l'équipe peut pas avoir du succès défensivement. Il faut qu'ils en fassent plus pour aider leurs gardiens. Ça, c'est clair parce que dans le filet, ça va pas trop. Puis, tu sais, ça va aider aussi. Si tu joues du bon hockey défensif, j'ai vu ça un peu à Pittsburgh avec Jarry. Tu sais, comme Jarry se faisait blâmer pour beaucoup de ce qui se passait, mais l'équipe jouait pourri défensivement, puis on donnait toujours des grosses chances de marquer. Fait que c'était une responsabilité partagée. Fait que si on peut aider un peu Hill, puis tout à coup, on lui donne peut-être plus des lancers en périphérie, puis là, il fait des arrêts, il gagne en confiance. Tout ça, ça peut faire une avalanche, ça peut déboucher sur quelque chose de bon. Fait que c'est possible que Tortorella soit comme la petite spark qu'ils ont besoin pour enclencher cette avalanche-là. Mais c'est quand même un pari très risqué. Puis je sais pas si tous les joueurs de cette équipe-là, malgré le fait qu'ils sont des vétérans puis qu'ils peuvent peut-être s'adapter à ce système-là, je sais pas s'ils seront capables de le faire en si peu de temps. Puis je m'inquiète. Je m'inquiète quand même. Là. Je pense que pour les séries, c'est assez sûr. Il n'y a pas trop de danger. Mais écoute, on va faire face à Edmonton en première ronde. Ça va être évidemment un gros test quand même. Donc, à voir. Vraiment, c'est une décision super intéressante. Puis ça a vraiment venu spicer up là, le cas Vegas, qui était une équipe qui était juste un peu comme... C'est une équipe qui était juste un peu amorphe, là, honnêtement. On dirait qu'il se passait rien. Là. Ils sont nonchalants. Puis vraiment, c'est ce que j'ai recueilli de tout ça. C'est ça. Ils sont une équipe, ils coastaient en bon langage de hockey. Là. Ça coastait à Vegas. Et Tortorella, ce n'est pas un fan de coasting. Fait non, il y a ça. Justement. Étant donné que nos équipes se disputent des matchs, notamment dans l'Est, je ne regarde pas nécessairement toujours les matchs de Vegas. Un, parce que c'est toujours très tard le soir. Deux, parce que si c'est pas contre le Canadien, je vais pas toujours être capable de les regarder. Mais selon ce que j'ai compris en lisant plusieurs différents insiders pour les Golden Knights de Vegas, c'est que dès la première pratique qu'a tenue justement Torts, v'là 2 jours, les gars étaient déjà en train de patiner. Puis on a compris... Son système ne fonctionne pas sans ça. Non. Puis on a compris directement que Torts ne veut pas ce style-là nonchalant, très intelligent de jouer du hockey. Il veut un style dynamique. Il veut que les gars bataillent pour des rondelles, pas que ce soit donné. Dynamique, c'est à double tranchant. Je sais pas si c'est dynamique. C'est énergique. Pardon, c'est vrai. Mais ce que je comprends pas toutefois, Phil, et c'est quelque chose que j'ai retenu d'une conférence de presse... Canadien, c'est une équipe dynamique. Oui, ils sont tellement plaisants à regarder d'ailleurs. Juste lancer ça dans l'air. Ce que j'ai pas compris toutefois, c'est le message de Kelly McCrimmon, parce que en conférence de presse, Kelly a mentionné qu'on apportait John Tortorella à Vegas pour gagner une Coupe Stanley. Puis l'argument premier, c'était que Tortorella a gagné la Coupe. Je vais vous donner du gros contexte, là.
on avait Bruce Cassidy, on amène Tortorella. L'argument numéro 1, c'est Tortorella gagne une Coupe Stanley. Tortorella a gagné une Coupe Stanley en 2004 avec une équipe très jeune du Lightning de Tampa Bay qui n'avait aucunement le style de jeu que Tortorella a aujourd'hui. Puis en plus de ça, on laisse aller Bruce Cassidy qui, soit dit en passant, a aussi remporté une Coupe Stanley et au choc avec la même équipe qui est là présentement devant ses yeux, autre que Mitch Marner. L'équipe n'a pas nécessairement changé en 2 ans. Puis l'affaire avec Tort, c'est que Tort, c'est pas un gars de série. Je sais pas où les gens... Comme il est tellement pas bon. Tortorella, pour vous donner un indice, là, il a perdu... Il était en série 22... Non, excusez, il y a eu 22 saisons dans la Ligue. Il a été en série 12 fois. Il les a manqués 10 fois. Une fois, il a remporté la coupe. Une fois, il est en 3e ronde. Puis tous les autres fois, c'était soit en 2e ou en première ronde des séries. John Tortorella est tout le contraire d'un entraîneur de série. Puis de l'autre côté de la médaille, tu as Bruce Cassidy. Peter DeBoer, là. Non, il n'est pas Peter DeBoer. Non, puis il n'est pas non plus Stan Bonus. Pas Stan Bonus. Mon Dieu. Oui, même frère. Pourquoi je ne voudrais pas avec Rick Bonus? Gros mix de 2 coachs, pas rapport du tout. Ça ferait tout qu'un duo. Puis de l'autre côté, tu as Bruce Cassidy, qui lui en a que 9 saisons sous sa ceinture en tant qu'entraîneur-chef, mais il n'a jamais raté les séries. Il a été une fois en finale avec les Blues, puis il a gagné une fois la coupe avec Vegas. En quoi ton argument, c'est je veux un gars de série, puis t'amènes John Tortorella à la barre de ton équipe? Celle-là, je la comprends pas du tout. Ce que je comprends toutefois, c'est que Vegas avait besoin de quelqu'un pour fouetter l'équipe, comme tu l'as dit, puis c'est quelque chose que j'ai écrit. Et peut-être que Tort, tu vas pouvoir. C'est un bon point que tu as amené aussi, parce que comme l'idée de la pratique où il les a fait patiner immédiatement, ça, c'est pour cadrer avec son style, parce que tu peux pas jouer du hockey John Tortorella sans avoir un conditionnement physique exceptionnel. Comme vraiment, parce que c'est ce qu'il va te demander. Il va te demander un effort constant, il va te demander de chasser des rondelles, il va te demander de plaquer l'adversaire. Puis tout ça, ça en demande beaucoup. Écoute, ça peut ouvrir la porte à des blessures, peut-être. Ça peut aussi ouvrir la porte juste à de la fatigue dans les matchs. Est-ce que tu vas avoir le temps de t'adapter à cet effort-là supplémentaire qui t'est demandé par Tortorella? Il reste pas beaucoup de matchs, là. Tu peux pas... rendu au 75e match de la saison, ton conditioning, tu peux juste faire so much. C'est comme... c'est pas comme si on est dans une équipe qui est pas déjà toujours blessée. Oui, c'est ça. Puis tu t'en vas en série en plus, fait que... Je sais pas. Ça serait intéressant. Moi, j'ai beaucoup de points d'interrogation. Pour vrai, j'ai vraiment hâte de voir. Quand j'ai vu ça, écoute, j'étais comme... C'était pas encore le poisson d'avril, mais on aurait pu croire que ça l'était. On aurait pu. C'était sorti de nulle part, vraiment. Ça l'a pas été publicisé non plus tant que ça. Tu me l'as dit, je l'avais pas vu. J'étais sur X la journée d'avant. Je comprenais même pas l'idée où je l'avais raté, cette nouvelle-là. Bref, hâte de voir ce que ça va donner. Encore plusieurs matchs à jouer pour les Knights sur ça. Je pense que c'est 10 pour eux qui leur reste à jouer. Je suis incertain. 10 ou 9. Sérieux? Non. Je pensais que oui. Moi, je pense qu'ils ont juste comme 7 matchs à jouer. OK, tu pensais qu'ils sont... OK, ben attends, je vais te le garantir là, à l'instant où on se passe. Je me rends dans la conférence Ouest. Ouais, t'as absolument raison. Pardon, c'est 7. Je pensais que c'était une des équipes qui manquaient plus de matchs. Non, ça, c'est les Sharks. Ils ont un horaire assez facile quand même, par contre, les Knights. Fait que, tu sais, ça peut être... Bon, ben, gars. On va donner à Torts ce qui revient à Torts aussi s'il remporte ses 7 prochains matchs. Tu sais, mais c'est comme... Je pense qu'il ne faut pas non plus trop s'exciter avec ça si les Knights en gagnent 5-6 de suite. Comme c'est le classique effet nouveau coach. Comme, ça va donner comme un boost peut-être éphémère là, à l'équipe. Et puis après ça, ce sera de voir si ça se poursuit en série. Mais même que Torts en remporte 5-6 de suite, c'est un peu... ce à quoi je m'attends, mais comme ça me dit rien en particulier sur l'équipe, surtout avec le reste. Fait que selon toi, tout va reposer pour la première ronde de série contre Je suis d'accord. See you in the first round. Okay. Puis en parlant de see you in the first round, ça pourrait peut-être attendre à l'an prochain. Parce qu'il faut jaser d'une équipe qui est exclue, qui selon nous sera en série dès l'an prochain. Une équipe qui à la base peut-être n'était pas censée pas faire les séries et qui finalement, c'est rendu là. J'ai choisi, je pense que c'est l'équipe la plus simple dans l'Est, Phil. J'y étais avec les Panthers de la Floride. Je ne vois pas
comment c'est que cette année, c'était tellement... Il n'y avait pas de précédent pour ce qui s'est passé avec les Panthers cette année. Sacha Barkov est absent toute l'année. Déjà là, tu perds le meilleur joueur défensif de la Ligue depuis qu'Andy Kopitar a tourné 35. Depuis le 35e anniversaire d'Andy Kopitar, c'est Sacha Barkov qui domine. Et franchement, ce n'est pas proche. Et pas l'avoir dans ton équipe, ça fait énormément de mal. De plus que Sacha Barkov, c'est constamment un marqueur de 82 points. Là. C'est un gars de points par match à tous les saisons. En passant, il y avait aussi Matthew Tkachuk qui était blessé. Deuxième meilleur pointeur de son équipe l'an dernier, si je ne m'abuse. Sam Reinhart n'était pas loin non plus. Et là, tu arrives dans une saison où, oui, tu es extrêmement bas. Il ne faut pas oublier que Sam Bennett, Brad Marchand, Carter Verhaeghe, c'est la liste des blessés, ridicule. Et ça, c'est des gars qui étaient là en plus en début d'année, mais évidemment, il t'en manque tellement que qu'est-ce que tu veux faire? Je vais vous nommer la liste des blessés et il y en a plusieurs à long terme présentement. Marchand, Lundell, Barkov, Kulikov, Rodriguez, Reinhardt, Ekblad, Gadjevich. Pour ceux qui connaissent les Panthers, ça, c'est 2 trios complets et c'est pas le 3e ou le 4e. C'est de très bons trios. Kulikov, défensivement, tu peux pas manquer ça. Puis Ekblad, c'est ton assistant capitaine. Tu peux pas... Il y a quelque chose qui allait juste pas. Puis, selon moi, cette équipe-là ne devrait pas rater les séries l'an prochain. J'ai pas besoin d'élaborer non plus. Je pense que le pur talent que j'ai nommé dans les joueurs blessés vous donne tout ce que vous avez à savoir. Ce que je peux mentionner toutefois, c'est en plus de tout ça, on rajoute l'idée qu'on a 10 millions de plus sur le cap parce que Sergei Bobrovski n'est plus là. Et non seulement ça, Sergei Bob ne connaît pas une très bonne saison. Et donc, possibilité d'aller chercher quelqu'un de meilleur. Aussi très correct. Qui? Spencer Knight. Qui est à Chicago, oui. Ah, il est parti. Il a été dans l'échange de Jones, bien sûr. Pardon. Le backup, c'est Tarasov. Tarasov, oui, Daniel Tarasov, pas mauvais. Est-ce que je le voudrais comme partant? Pas vraiment. Mais à voir ce qui va se passer avec les Panthers. Ils trouvent toujours une manière de se trouver un gardien compétent, que ce soit à la date limite des transactions. On ne pas Tarasov comme partant. Non. Non, il est pas mauvais, mais idéalement, Spencer Knight revient parce que lui, il connaît une saison exceptionnelle à Chicago. C'est un échange qui fait mal, mais c'est un échange qui a fait en sorte que les Panthers ont rajouté Seth Jones à la ligne bleue et ont été chercher une coupe cette année de plus. D'ailleurs, dans cet échange-là, pour Seth Jones, ils ont malheureusement donné leur choix de première ronde aussi, qui, soit dit en passant, s'il est top 10, va glisser en 2027. Et je pense que c'est ce qu'on essaie de faire tout de suite du côté des Panthers, d'essayer de faire glisser ce choix-là le plus loin que possible, tout en rapprochant aussi notre choix de deuxième ronde. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, le plus bas qu'on termine justement dans la ligue, notre choix de deuxième ronde aussi va être autant bon que notre choix de première ronde. Et on en a 2 du côté des Panthers. Il y a aussi celui des Capitals de Washington. Tout de suite, présentement, les Panthers sont en mode tank. On n'a pas nécessairement d'espoir. Je trouve que c'est une bonne idée de continuer de tanker jusqu'à la fin de la saison. Essayer d'aller chercher un choix dans le top 10. Faire glisser ce choix de première ronde des Blackhawks jusqu'en 2027 et du même coup aller se dénicher un meilleur choix de deuxième ronde, potentiellement entre 32 et 40. Et de là, essayer d'aller chercher un meilleur espoir parce que si tu regardes les espoirs des Panthers, à l'instant où on se parle, le meilleur c'est Jack Devine, puis c'est pas proche. Je sais même pas si t'es au courant de qui est Jack Devine. C'est ça, c'est un ailier droit de 21 ans qui, à sa première saison avec les Checkers, a marqué 37 points en 58 matchs, ou l'inverse, 38 en 57. Puis, sinon, il n'y a rien. Les Panthers ont vraiment besoin d'espoir parce qu'évidemment, on a passé des années à échanger des choix de première ronde pour des gars qui allaient être très convaincants. Évidemment, dans la Ligue, on l'a vu. On s'attendait à une 3e de suite, même du côté des Panthers. Mais les blessés ont tué complètement l'équipe de Paul Maurice. Mais c'est une équipe que je vois certainement dans les séries l'an prochain. Je pense qu'on ne pourra pas s'astiner longtemps là-dessus, là, vraiment. OK. Donc, ça, c'est ton équipe à qui on dit l'année prochaine. Oui. À l'année prochaine. Oui. D'accord. Mon équipe à qui on dit à l'année prochaine c'est de mon côté, bien sûr, dans la conférence de l'Ouest. C'était la restriction qui était imposée. Puis la conférence de l'Ouest elle est bizarre présentement. Je pense c'est juste une conférence qui est vraiment très, très ouverte, j'ai envie de dire. C'est la conférence des opportunités pour moi en ce moment parce que dans l'Est, on voit à quel point c'est congestionné présentement autour de
du milieu, là, donc de la 8e position. Écoute, même les équipes là, au sommet de leur division sont pas nécessairement là, en tout confort là, par rapport aux pourchassants. J'aurais pu nommer différentes équipes, mais j'ai choisi les Blues de Saint-Louis. Oh! J'avais dit peut-être la semaine dernière qu'il se faufileraient en série. Ça commence à sembler de plus en plus improbable pour les Blues. Points. Oui, c'est quand même 4 points, mais il y a beaucoup d'équipes dans le chemin et puis certaines équipes là, qui pourraient se dresser justement sur la route des Blues de Saint-Louis, d'autant plus qu'ils n'ont pas un horaire si facile. Et quand je regarde cette équipe-là, je me dis que honnêtement, c'est une équipe jeune. C'est une équipe jeune, les Blues de Saint-Louis, très jeune même. Je pense que c'est peut-être ça. J'avais 4 en tête là, tantôt. Je pense que c'est peut-être la 4e équipe la plus jeune du circuit. Bref. Je ferai de la recherche. Ouais, je vais confirmer ça tout de suite. Là. Je l'ai la page. Parce que je crois que tu as les Sharks, tu as le Canadien, certes, dans le top 4. Ouais, c'est la 4e. Qui est-ce qui est devant? Sharks, Canadiens? Non, Hawks, Canadiens. Hawks. Canucks. Mm-hmm. Les Canucks? Oui. OK. Eux autres se sont métamorphosés. Les Sharks sont où, par exemple? Dans le... 7e. Quand même. Ouais, OK. C'est peut-être un mix de très vieux et très jeune quand j'y pense. T'as Foley, Reeves, 439 aussi, Klingberg. Yeah, OK. Klingberg, ouais. C'est ça. C'est une équipe très jeune, les Blues de Saint-Louis. Puis, écoute, je pense que c'est une équipe qui pourrait faire un gros bond l'année prochaine. Peut-être c'est pas encore leur temps aussi, mais c'est aussi une équipe qui a dit au revoir à plusieurs vétérans au cours des dernières années. On a laissé partir, par exemple, depuis surtout la victoire de la Coupe, là, on a laissé partir O'Reilly, on a laissé partir Shen, on a laissé partir Schwartz. Donc, il y avait tout ce corps-là là, de vétérans à Saint-Louis. Barbachev aussi n'est plus dans cette organisation. Dommage. Ça leur ferait du bien présentement. Mais c'est ça, c'est une équipe, pour moi, qui a quand même beaucoup de potentiel. Quand je regarde comme les joueurs qui sont dans l'alignement cette saison et puis qui ont vraiment une possibilité de croissance assez rapide, comme un gars comme Dalibor Dvorsky, par exemple, je vois très bien ce gars-là. Juste le premier trio de suite, je pense. Est-ce que je me trompe? Il est listé comme le 3e centre sur Daily Face-Off. C'est ce que je vois La dernière fois, j'avais vérifié, il était sur le... c'est peut-être parce que Thomas était blessé le jour Thomas était blessé. Donc, c'était sûrement pour ça. Mais présentement, on l'a listé comme le 3e centre là, derrière Thomas et Buchnevich. Je pourrais très bien voir Dvorsky devenir le centre de 2e trio de cette équipe-là l'année prochaine et jouer quand même un bon rôle. Écoute, il fait rien d'exceptionnel cette saison. Écoute, 18 points quand même dans une 60aine de matchs. Donc, c'est pas non plus terrible. Il est accompagné de Otto Stenberg aussi, qui est un autre bon prospect, je crois, pour les Blues. C'est 2 choix de première ronde. De la même année aussi, je pense, 2023. Mais Otto n'a pas joué tant de matchs que ça. Est-ce qu'il a joué toute la saison, sais-tu? Qui ça? Otto Stenberg. Stenberg, je suis pas certain. Il a joué 28 matchs. OK, il a joué 28 matchs. Comptabilise 9 points cette saison. Donc, c'est des joueurs comme ça qui, vraiment, cette année, je pense que c'était vraiment une année plus d'adaptation pour eux. C'est pas tous les gars qui vont être capables de faire un impact dès leur première saison. Puis ça peut pas nécessairement être attendu. Il y a d'ailleurs un camarade de Dalibor Dvorsky avec qui on n'a pas été super patient pendant un compatriote, je veux dire, avec qui on n'a pas été super patient à Montréal, qui était Juraj Slavkovski. Et puis, tout à coup, il est devenu un phénomène. Je dis pas que Dalibor Dvorsky va devenir un Juraj Slavkovski du tout. Si oui, tant mieux. Ouais, pour vrai. Mais je crois que c'est un peu la même chose dans le sens de donner lui un peu de temps. Moi, je crois beaucoup au potentiel de joueur. On l'a vu aux Olympiques aussi. Il a connu un excellent tournoi pour la Slovaquie. C'était vraiment un des joueurs étoiles. Il avait marqué il avait
obtenu des points dans 4 matchs consécutifs aux Olympiques, ce qui est très impressionnant aussi. Donc, je pense que c'était quelque chose d'assez rare là, au moment où il a réalisé ça. Et c'est pas que lui aussi. On a, pour moi, Jamie Snuggerud. Recrue de l'année ce mois-ci. Hein. Ouais. Jamie Snuggerud m'avait beaucoup impressionné quand il a joué pour l'équipe junior des États-Unis au championnat de l'IHF. Je pense vraiment c'est un marqueur, c'est un joueur qui a des très très bonnes habiletés. Il peut être excessivement menaçant aussi avec un Robert Thomas comme centre. Et j'espère qu'il est sur le premier trio. Oui, il est sur le premier trio, ouais. Complété par Kyrou, j'assume. Dylan Holloway. Oh, cool. Ouais. OK. Parce je que veux faire une parenthèse. Ouais. Dylan Holloway, il est incroyable. Oui, C'est un des... Je ne comprends pas comment les Oilers se sont débarrassés de Holloway et de Broberg en gardant du gaspillage, en gardant des gars horribles comme Trent Frederick puis cette gang-là qui ne font... Dylan Holloway et Philip Broberg cette année avec les Oilers changeraient complètement la dynamique de l'équipe. Pour moi, Dylan Holloway, c'est une version miniature de Ryan Nugent-Hopkins. Pour moi, c'est le même joueur, juste beaucoup moins vieux, bien évidemment. Yeah. Mais en tout cas, voici ma parenthèse. Encore là, ouais, c'est du 109 là, pour les Blues. Puis Neighbors aussi sur le deuxième trio qui a quand même, cette saison-là, se faufile parmi les meilleurs pointeurs des Blues. Il y a des gars qui ont... Faut pas oublier que cette équipe-là, il y a des gars qui ont manqué beaucoup de matchs aussi cette saison. Thomas en a manqué, Kyrou en a manqué, puis Holloway aussi, on a manqué beaucoup. Oui, puis t'as des games que t'as perdus juste parce que Bennington était atroce. Maintenant, on sait que Hofer peut peut-être être un partant de qualité. J'ai oublié Joel Hofer. Pour cette équipe-là. Fait que si ça continue l'année prochaine, je commence à aimer les chances des Blues de Saint-Louis. Pavel Buchnevich aussi, c'est un gars qui est assez constant. Il va te faire peut-être 50 points dans une saison. Et puis, joue dans les deux sens de la patinoire. Fait que ça te fait au moins un bon vétéran aussi qui vient un peu ancrer cette équipe-là. Puis là, évidemment, cet été, il va y avoir les agents libres et tout ça. Si on peut peut-être aller chercher justement peut-être quelques vétérans, des joueurs, des valeurs sûres peut-être pour cette équipe-là, pour entourer un peu les jeunes, ça serait intéressant du côté des Blues. Puis si Hofer peut continuer sur les performances qu'il nous fait récemment, qui sont vraiment sensationnelles. Et puis, Bennington prend un rôle, recule un peu là, dans le système. Je pense que ça peut être une équipe intéressante. Puis, c'est comme j'ai dit, la conférence de l'Ouest, c'est la conférence des opportunités présentement. Puis, il va avoir des chances, forcément, pour les Blues de Saint-Louis l'année prochaine. Je peux très bien voir que c'est une équipe qui va être dans le mix en espérant que justement ces jeunes joueurs-là soient prêts à prendre un grand pas quand même l'année prochaine. Puis Parayko est demeuré finalement avec les Blues aussi, donc ça te fait... Ce qui est loin d'être mauvais. Là, ouais, c'est ça. Ça te fait... Falk est parti, ça c'est bien. Ouais, puis t'as quand même, à la défensive, t'as quand même Fowler aussi qui est là, Justin Hall, donc des gars qui sont un peu prouvés quand même, puis avec cette jeunesse-là aussi. Donc c'est un mélange intéressant à Saint-Louis, puis je crois que cette équipe-là peut faire mieux que ce qu'elle a montré cette saison. Robert Thomas et Jordan Kyrou aussi, on les a un peu oubliés cette saison parce qu'ils ont été blessés, mais c'est des gars qui sont très capables d'aller chercher. C'est des stars dans la ligue. Ouais, c'est des stars, ils peuvent aller chercher 90 points dans une saison. On va souhaiter que ce sera une saison aussi où les blessures n'entrent pas nécessairement cette équipe-là. C'est une équipe qui est... Écoute, on a fait les moves pour aussi. On a sacrifié des joueurs pour aller chercher des pièces plus jeunes nécessaires. Je vais faire un petit chapeau là, à Logan Mailloux puis Zachary Bolduc dans ce mix-là. Un échange qui devrait être donnant-donnant peut-être l'année prochaine parce que Mailloux prend vraiment des bons pas cette année. J'aime pas le dire parce qu'il était tellement pas bon dans les instants où il était à Montréal. Mais avec Saint-Louis, ça a l'air à fonctionner. On fait confiance. J'ai pas regardé par contre leur perspective pour le draft qui arrive là. À Saint-Louis, je suis pas sûr qu'est-ce qu'ils ont dans leur justement leur sac là, mais tu parles de choix au repêchage. Ouais, pour les choix au repêchage là, je crois pas qu'on aurait ce serait quelque chose à vérifier, mais je ne pourrais pas me prononcer là-dessus là. Mais en attendant, si tu veux le vérifier, vas-y. Faut aussi jaser vite fait des équipes ou de l'équipe de notre conférence que l'on a été bien évidemment choisi, qui est surprenamment en dehors du portrait des séries éliminatoires.
Dans l'Est, il y avait tellement d'options. Je veux dire, les Panthers, j'aurais pu faire un doublé, mais on veut pas ça, évidemment. On aurait pu y aller avec les Rangers aussi, qui, surprenamment, ne sont pas en série. Les Capitals de Washington, après avoir fini premier dans l'Est l'an dernier, n'y sont pas. J'ai été autrement, et là, tu me sors une face complètement sur... Ben, apparemment, ils auraient 3 choix de première ronde en 2026. De quelle équipe? Je Parce sais que pas ça te si le je dit, peux- là, sur le... T'es sur Puck Media, j'assume? Ouais, je suis sur Puckpedia. Media, excuse-moi. Pourquoi j'ai dit média? Hey, j'ai des lapsus bizarres. OK. Ils ont leur propre choix au repêchage, qui va être quand même bon s'ils Bon, finissent dans le top à peu près où 13, ils sont. peut-être? Ouais. Ils ont celui des Red Wings OK. aussi. Entre 16 et 17. Puis ils ont celui du Colorado. Ah, bon. Donc, Bio, c'est ça, pas ça. des hauts choix au repêchage, mais Pour qui? OK. Qu'est-ce que même. l'Avalanche a échangé pour? Quel service? Je sais pas. Pourquoi ça me Je sais pas. C'est peut-être un choix qui était au Colorado jadis qui a été rééchangé aux Blues aussi. Ouais. Là. OK. Mais Quand même, 3 bons choix de premier. ouais. C'est pas une équipe qui manque d'espoir, soit dit en passant. Là. C'est Non, une non, banque non. d'espoir qui est solide. Non, du tout. Justin Carbonneau. Ben oui, aussi, justement, qui a marqué 50 buts. Qui a aussi signé, je ne me trompe pas, son contrat Oui. d'entrée. Oui, pas longtemps 50 passé. buts dans la GMQ puis, cette saison. Puis, écoute, c'est pas nécessairement des hauts choix de première ronde, mais quand t'en as 3 là, dans les 32 premiers, il y a une bonne chance que t'en trouves au moins un. Puis non seulement là, ça, mais c'est tellement de tu sais, veux pas, t'as de la valeur, mais tu peux l'échanger si tu vas aller dénicher un choix plus haut. Tu sais, s'il y a une équipe qui veut juste descendre parce qu'elle voit un espoir qui pourrait être plus bas, ben voilà ta chance. Ça arrive tellement aussi de nos jours. C'est quelque chose qui se fait un peu plus à répétition, je te dirais. Là, je regarde juste la banque. Il y a aussi Adam Jiricek qui est là, le défenseur pour les Blues de Saint-Louis. Lucas Fisher, un défenseur de la Ligue ontarienne aussi, qui est pas pire du tout. Kel Rosen, qui est peut-être un peu trop vieux pour ça. Juraj Pekarčić, légende des Wildcats de Moncton aussi, qui en fait partie. Bref, ouais, les Blues, certainement, ont un futur assez cool. Peut-être que ça va être encore meilleur cette année, qui le sait. Mais en tout cas, toute parenthèse là pour vous dire que j'ai choisi les Devils du New Jersey. Je sais pas si tu te souviens, Phil. Ouais, tu t'en souviens au début d'année quand on disait cette année, on disait ça semble l'année des Devils. Parce que l'an dernier, ils se sont rendus en série, ont eu une performance héroïque de Jacob Markstrom, se sont tout de même fait battre plutôt aisément en 5 matchs, on va pas se mentir. Et là, on se disait, bon, l'année prochaine, c'est peut-être leur temps. Luke Hughes va devenir meilleur, des jeunes qui seront peut-être... Jack Hughes va revenir au jeu parce qu'il était blessé longtemps. Il joue bien dernièrement aussi. Jack Hughes est incroyable. Là, il a joué 53 matchs, il ne faut pas l'oublier. Il n'était pas blessé longtemps, Jack Hughes. Il était là pour tout de même 53 matchs, les héros en prolongation, je le rappelle, aux Jeux olympiques. Et pourtant, cette équipe-là ne s'est pas marquée en dehors du premier trio. C'est la pire équipe offensive dans l'Est. Puis c'est pas proche. Ils ont 10 buts d'écart avec les Rangers de New York. Puis on le sait, Phil, cette équipe-là en arrache. Ils sont horribles. T'as dit 10 buts? 10 buts d'écart, ouais. Pour les buts marqués? Oui. Au total, les Devils en ont 205 et les Rangers en ont 215. Là, on parle de l'Est, mais dans l'Ouest, je crois qu'il y a 5 ou 6 équipes qui sont même plus bas que ça. Oui. oui. Puis dans l'Ouest, il y a peut-être 5 ou 6 équipes qui sont même sous les Devils, ce qui est encore plus impressionnant. Mais dans l'Est, les Devils sont fin dernier et c'est pas proche. Et les Devils, ce qu'on fait justement dans les derniers moments là, de cette saison morte, on a été chercher des gars comme Tiplakov et Dadonov. Des gars qui... Historiquement, je dis historiquement, Tiplakov est assez, est assez jeune dans la ligue. Là. Il n'est pas très jeune dans la vie, mais il est assez jeune dans la ligue. Et Dadonov, lui, qui est reconnu pour marquer, est un excellent joueur de rôle, comme un allié de deuxième trio pour compléter des séquences. Dadonov a 1 point en 22 matchs avec les Devils. Tiplakov en a 4 en 47 matchs avec les Devils. La production offensive, Phil, est juste inexistante sur cette équipe-là. Autre que le premier trio, Jesper Bratt fait toujours super bien, Jack Hughes fait super bien, Nico Hischier, même n'étant pas le Nico Hischier dominant qu'il était l'an dernier, il a raté, je crois, 10 ou 11 matchs durant sa saison.
et quand même Nico Hischier, un gars très bon des deux sens de la glace. Il y a aussi Jacob Markstrom, Phil. Je veux dire, une moyenne d'efficacité de 0,883. Tu n'envoies pas ton équipe en série. Même le bon vieux gars de Fredericton, Jake Allen, fait mieux cette année. Yeah. Jake Allen, c'est un deuxième gardien de but dans cette ligue, gros maximum. C'est dommage parce que c'est une équipe qu'on regardait tellement puis on se disait peut-être que ça va bien aller. Et là, je vais décoller sur une petite tangente parce que Luke Hughes ne devrait pas être une pièce importante de ton équipe. Moi, je déteste Luke Hughes à mort. Mais je veux pas te mentir. Je ne comprends pas. C'est comme je prends vraiment du plaisir et une certaine... Je sais pas, il y a une émotion pour moi qui vient derrière trouver un certain espoir. Un certain espoir. Puis genre, je m'engage vraiment à trouver des gars qui font du bon sens dans leur jeunesse. Puis je me dis, OK, cette personne-là a du potentiel pour le futur. Je me suis trouvé trompé à quelques reprises. Rare. Mais Logan Mailloux, je me suis trompé avec ce qu'il démontre tranquillement, mais sûrement. Là. Mais Luke Hughes, je me suis jamais trompé. Et ce gars-là est une pourriture. Il est atroce. J'ai rarement vu un défenseur si large et grand, ne pas être physique, et 2, être aussi temps perdu dans son propre territoire. Je pense que c'est ça. Tu sais, on parlait de Luke Hughes dans l'idée que une version juste meilleure défensive et moins bonne offensive de son frère. Quinn Hughes est 2 fois le défenseur défensif que Luke Hughes est. Puis je ne peux pas... En plus de tout ça, Luke Hughes, excuse-moi, mais il évolue avec des gars comme Jonas Siegenthaler. Est-ce que tu as déjà vu Jonas Siegenthaler traverser la ligne rouge? Tu sais, il est toujours juste le dernier défenseur. Fait que en plus de ça, tu te fais permettre de faire d'être le quatrième attaquant de ce trio-là. Puis t'es juste pas bon. T'es juste pas bon. Je vois pas la valeur de tout ça. En fait, je vois pas la valeur complète de cette défensive-là des Devils. Tu regardes la défensive du Devils, tu te dis qui est-ce que je veux dans mon équipe? Tu ne veux pas Dougie Hamilton. Arrête, Phil. C'est le pire défenseur de l'équipe. Non, mais c'est affreux, là. On a vu tout le contraire de ce que... Tu sais, Dougie Hamilton, l'an dernier, le monde se disait, OK, il y a une certaine... On comprend son contrat. John Marino, Brandon Dillon aussi. C'est peut-être les 2 seuls. Jonathan Kovacevic. Ben, il est plus là. Brandon Dillon? Non, Marino. Ah, OK. OK, tu veux dire l'effet après. OK. On en avait. Oui. Puis tu sais, Jonathan Kovacevic, il joue sur un deuxième trio. Jonathan Kovacevic, c'était le 7e défenseur du Canadien l'an dernier. C'est pas... Même voir l'année d'avant, excuse. C'est pas fameux, Jonathan Kovacevic. À 29, voire presque 30 ans. Dougie Hamilton, l'un des pires contrats de la Ligue, assurément. Peut-être top 3. Luke Hughes, jamais été solide. Va se faire payer 9,5 millions. Et oui, Hamilton a eu des bonnes saisons. Oui, mais pas cette année. Là, on parle de cette année. C'est pas, il est une des fautes dans cette équipe-là. Yeah. Puis, sans parler non plus des 2 derniers trios. Je veux dire, si tu regardes sur papier, t'as Paul Cotter, puis t'as Dadonov, puis Tiplakov sur un trio, sur un 4e trio. À vue d'œil, sur papier, tu te dis, wow, OK, un 4e trio avec autant de talent. Mais si tu produis pas, c'est quoi le but? Yeah. L'idée, c'est de produire 4 points en 47 matchs. Ben, s'ils n'ont pas le temps de glace, je veux dire. Il y a aussi ça. Je ne sais pas si c'est Lou le problème. Je veux pas pointer du doigt sur des choses que je ne connais pas quand qu'est-ce qui est la valeur, puis cet esprit d'équipe-là, puis tout l'aspect tactique. La stratégie de l'équipe, je ne la sais pas. Je sais juste qu'elle ne fonctionne pas. Puis c'est une équipe qui est surprenamment en dehors des séries. On dirait que je suis devenu un gros hater des Devils. C'est pas ça que c'est. Je déteste juste Luke Hughes avec une passion. Je dis juste la réalité, puis je vous le dis à la maison que cette équipe-là, comme depuis le début de l'année, n'est pas censée pas être en portrait de série. Elle a trop de talent pour ne pas se rendre là. Mais là, clairement, il y a quelque chose qui cloche. Il y a des choses qu'il va falloir qu'ils changent durant la saison morte. Il y a des joueurs qui vont se faire échanger. Ce ne sera pas Dougie Hamilton parce qu'il y a un no trade clause. Félicitations les Devils. Méchante gang. Hey, pour vrai, ça va, je pense que ça va de mal en pire. Puis c'est peut-être une des équipes qui va joindre les Leafs dans pas long dans une reconstruction. On aurait pensé à quoi? Nico Hischier, c'est un choix de repêchage de 2017. Jack Hughes, c'est un choix de repêchage de 2019, si je ne me trompe pas. C'est 2 gars qui ont été repêchés premiers au total. Puis ça, c'était pour commencer une reconstruction. Puis tu viens déjà de la gâcher. On est en 2026.
Cette équipe-là n'a pas C'est de pas de la direction. faute de ces gars-là. Ben non, c'est pas de la faute de ces gars-là. Ben écoute, on peut mettre un peu de blâme sur Jack Hughes de l'idée où il se blesse à un souper de Souvent, famille. Là. ouais, Mais, tu sais, autre que ça, on peut pas juste blâmer ces gars. Il y a quelque chose qui va mal et ça, c'est interne, puis il faut que ça se règle. C'est un peu ça. Mais c'est très surprenant pour moi qu'ils sont en dehors du portrait des séries avec tout le talent qu'on a sur cette organisation-là. 3e métro l'année dernière. Oui. Puis si je me trompe pas, c'était contre les Hurricanes qu'on s'est fait battre en première ronde. Mais ça, regarde, on pouvait s'en attendre un petit peu. Mais quand même, être 3e dans une métro qui était bonne l'an dernier, c'est différent. Sure. Cette année, c'est pas... Ben, même cette année aussi, ça aurait été un accomplissement quand même, 3e dans la métro. Là. Yeah. En tout cas, je vais te laisser aller avant que je me frustre. C'est un bon call, honnêtement, les Devils. On aurait pu penser peut-être aux Caps. Ouais, j'ai aussi, pensé. mais- Caps Panthers, j'avais nommé. Là, notamment. Mais je pense encore plus que les Caps. Là, je suis vraiment d'accord avec les Devils. Pour moi, une équipe qui sera étonnamment exclue des séries dans l'Ouest, c'est les Jets de Winnipeg. Mathieu. Que s'est-il passé avec les Jets? 116 points la saison dernière. Trophée du président. D'ailleurs. Et c'est plusieurs éléments. Écoute, je pense... je vais commencer avec le départ de Nikolai Ehlers. Honnêtement, je pense que pour moi, ça a été une énorme perte. Oui. Chez Il les fait Jets. tellement bien en plus en deuxième moitié de saison. Oui, ça a été une énorme perte chez les Jets de Winnipeg et prospère maintenant en Caroline, Nikolai Ehlers. Et écoute, c'est un gars... On l'a vu aussi aux Olympiques avec son équipe du Danemark. C'est un gars vraiment qui est efficace dans son rôle, qui va aller chercher autour de 60 points dans une saison. Il a déjà battu son record avec les Hurricanes qu'il avait fait avec les Jets. Ouais, c'est pour te dire aussi. Donc, peut-être c'est un gars qui avait besoin d'un changement d'environnement aussi, mais tu sais, on a perdu ça pour rien du tout. Là. Oui, non, vraiment. C'est horrible. C'est ça qui fait mal du côté des. Il fait pas tant d'argent, là. Ouais. Il fait 7,5 millions par année. Ouais, là. justement. J'ai juste l'impression qu'on a laissé quitter un atout au sein de cette équipe-là, puis un gars qui nous rendait des précieux services quand même. C'est le 3e pointeur de ton équipe l'année dernière, Nikolai Ehlers, donc ça se remplace. Ça s'est pas remplacé du côté des Jets, finalement. Peut-être qu'on avait des espoirs que Cole Perfetti devienne ce joueur-là. Il fait pas autant sur la patinoire que Nikolai Ehlers, Cole Perfetti, à la base. Mais il y a personne vraiment qui a pu pallier à ce départ-là, pour moi, du côté des Jets. On a eu des blessures aussi. Je veux dire, Neil Pionk a été blessé. C'est un défenseur important quand même pour cette équipe-là. Puis Morrissey a manqué un peu de temps aussi. Puis ça, c'est certain que... Connor Hellebuyck n'était pas le même joueur non plus. Tu sais. Ouais, faut penser que l'année passée, il a tout gagné. Hein. Oui, exact. J'ai noté l'humanisation de Connor Hellebuyck parce que il est devenu humain cette année, Connor Hellebuyck. Ce n'était pas le demi-dieu là, auquel on a été habitué au cours des dernières saisons régulières. Gagnera pas le Vézina cette saison, d'ailleurs. Et c'est certain que ça fait mal du côté des Jets. On était tellement confiants avec ce gardien-là devant le filet. On est presque tout permis, puis Connor Hellebuyck était là pour nous sauver. Puis cette année, ça n'a pas été ça. Connor Hellebuyck a juste connu une saison juste correcte, juste passable. Ça a juste complètement basculé la situation du côté des Jets. Pour moi, c'est complètement fou qu'on soit passé d'une équipe qui était à 116 points, le trophée du président, et puis que là, on cogne à la porte des séries parce qu'on est quand même... Bizarrement. Avec 3 victoires de suite. Oui, ils sont quand même presque là. Bon, malgré le départ de Nikolai Ehlers, si on regarde vraiment l'alignement même de cette équipe-là, c'est pas fort. Regarde le bottom six. Ouais, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Parce que Vlad Namestnikov est blessé, Morgan Barron est blessé, puis il y en a un autre qui est blessé que j'ai oublié, qui est très important pour ce troisième trio. Ta profondeur est remise en question vraiment du côté des Jets. C'est une des choses que j'avais notées aussi. On a encore Shifley qui joue
fait son travail. On a Kyle Connor aussi qui fait son travail. Mais encore là, lui, il n'est pas ce qu'il était l'an passé. Non, il n'était pas ce qu'il était. Non, l'année passée, quelle saison Kyle Connor l'année passée. Je pense pas qu'on peut nécessairement s'attendre à ça à nouveau. C'était une saison exceptionnelle dans son cas, mais il joue pas mal, là, néanmoins. Et puis là, écoute, Gabe Vilardi aussi connaît quand même une saison correcte là, malgré l'adversité, mais Lowry comme deuxième centre, c'est un gars de troisième trio. T'apportes Jonathan Taves pour le troisième, je veux dire. C'est un gars que t'as pas vu jouer pendant 2 ans. Ouais, justement. Puis il fait pas terrible. Non, il y a 25 points en 74 matchs sur le troisième trio. Mais c'est vraiment, quand tu regardes les ailes, là, Brad Lambert, Cole Koepke, Isaac Rosen, Parker Ford. Parker Ford! Ouais. C'est Parker Ford! C'est très maigre, les troisième, quatrième trio. On n'a pas la profondeur qu'on avait l'année passée. Écoute, il y a eu des départs aussi au sein des Blues, autres que Healers. On a perdu, par exemple, un gars comme Logan Thompson aussi, qui est un bel élément de profondeur au sein d'une équipe. Logan Thompson? Oui. Le gardien, Logan Thompson? Non, parce que tu as dit les Blues aussi, là. Je veux juste, Non. OK. Pas Logan Thompson. Tu parles des Jets, là. La trade Buffalo Jets. Logan. Logan Stanley. Logan Stanley, pardon. OK, oui. Oui, non, j'ai eu un Luke Shen. Logan Stanley, Luke Shen. C'est ça. Tu remplaces ça par Isaac Rosen, qui n'est pas encore un joueur de calibre LNH. Là. Ça te donne un alignement qui est chambranlant, qui, bizarrement, je sais pas. Lambert, c'est pas un joueur de hockey, ça. Non, justement. Puis, écoute, on a perdu vraiment en solidité du côté des Jets. Même la dernière paire de défenseurs, Aiden Fleury, Elias Salomonson. Salomonson. Ouais, justement. Je sais pas trop qu'est-ce qui se passe de ce côté-là, mais est-ce que Hellebuyck peut vraiment se rattraper miraculeusement en fin de saison puis amener cette équipe-là en série? Rendu en série, il pourra pas. Fait que, ouais, c'est ça. C'est ça, justement. Mais bizarrement, pour les Jets, c'est pas fini cette saison. On peut pas dire encore qu'on a fermé les livres quand même sur la saison. Moi, je pense pas que cette équipe-là va se qualifier pour les séries, voyant les autres équipes qui sont devant eux, puis l'horaire qu'ils ont là, c'est pas nécessairement le plus facile non plus. Donc, les Jets, c'est dommage parce que vraiment, c'était une des équipes canadiennes aussi qu'on admirait puis en qui on avait espoir un peu là, l'année dernière pour les séries. Mais cette saison, ça s'est complètement écroulé du côté des Jets. Là. C'est un peu à l'image des Devils, justement, comme tu le disais. Et c'est juste pour montrer que des petits départs, des petits changements au sein d'une équipe qui peuvent sembler anodins parfois, où on se dit que ça peut être remplacé ou qu'on peut pallier à ça. Parfois, dans les faits, c'est pas aussi facile que ça le semble. Non, c'est 100%. La réalité des Jets présents. Oui. Puis, plusieurs équipes qui suivent justement dans cette même branche. Parce que c'est le temps d'entrer dans nos 3 étoiles de la semaine. J'y vais assez vite. La Bosnie, ma 3e étoile. Je veux dire, battre l'Italie pour se faufiler en Coupe du Monde, c'est super. La victoire de Montréal, Phil, ma 2e étoile, avec un gain de 3-0 face aux Golden Knights de Vancouver, se rendent immédiatement en séries éliminatoires, se sont donc qualifiés pour les grands honneurs, possiblement. Et Macklin Celebrini est ma première étoile, Phil, puisqu'il s'est rendu à 100 points et est devenu le 6e jeune adulte à s'y rendre. Et s'il continue sur cette lancée-là, il pourrait être le 3e meilleur de l'histoire, derrière Sid avec ses 120 points et Wayne Gretzky avait 137 points, si je ne me trompe pas, à la même âge.
Et on le voit sous nos yeux, un gars qui avait fait 64 points sa première année, au revoir. Et en plus de ça, il aide ses Sharks à possiblement être en séries éliminatoires. Le trophée Hart est à portée de main pour Macklin Celebrini. C'est eux présentement, n'est-ce pas? En 8e non, ils sont juste derrière. Juste derrière les Sharks. Je pense que les Kings, avec leur victoire hier, ont Kings, fait en sorte qu'ils étaient là à la 8e. Oui, absolument. Puis les Sharks sont un point derrière, mais avec un match en main. Et donc, c'est fort possible que ce soit ce soir, d'ailleurs. Moi, de mon côté, c'est un 3 étoiles local pour ce gala bleu et or auquel on a assisté hier. Et bel événement, j'étais content d'y aller. C'était la première fois que j'y étais. Et on a vu plusieurs prix être remis. J'ai sélectionné donc Erika Plourde pour ma 3e étoile qui était l'athlète féminine de l'année, telle que déclarée par durant ce gala, justement. Et Audrey Leblanc, donc, qui sera ma 2e étoile recrue féminine de l'année, donc, et qui a réalisé des exploits vraiment très impressionnants en athlétisme. Lancer du marteau, du poids. Lancer du poids. Ouais, c'est incroyable. Et brillante carrière devant elle, là, sûrement, parce que de faire ça à sa première année, ça indique quand même des très bonnes perspectives pour le futur. Et en première étoile, il est monté plusieurs fois sur sur la scène au cours de cette soirée. Mika Cyr, capitaine des Aigles Bleus, qui finit son parcours et qui va vraiment clôturer ça en beauté avec plusieurs prix bien mérités du côté du 24 du Bleu et Or. Ouais, non, absolument. Derek Cormier aussi qui a reçu un prix. Jérémy Dastou. C'était une soirée couronnée, Aigle Bleu, hockey masculin, avec l'ajout. On a eu Boudreau. Oui, c'est vrai, oui, Annick Boudreau, Erika Plourde aussi, qui était là-dedans. Mais c'était une super belle soirée, puis ça l'est toujours, bien sûr, ce fameux gala Bleu et Or. C'est ce qui va terminer toutefois ce 97e épisode de Dans les Gradins, ou l'épisode. Rostislav. J'étais sûr que t'allais l'oublier. Klesla. Klesla, il y a elle après le K. Oui, Klesla. Je rappelle que vous pouvez réécouter tous ces épisodes sur Spotify et Apple Podcasts et bien sûr sur la chaîne 9 et 10 de Rogers TV. Sur ce, nous, on se dit bon match. Une production de Podcast NB.